Hello Thomas, aujourd'hui, du coup, j'ai la chance de te recevoir, je suis super content et je te remercie. Euh, Également. ouais, je te présente rapidement, mais je te laisserai te représenter plus en profondeur. Tu es aujourd'hui Head of SEO chez Meyorto, tu as plus de 10 ans d'expérience en SEO, tu es passé par des secteurs divers et variés, assez concurrentiels, donc tu as vu un peu de tout et avec beaucoup d'enjeux, ouais, de challenges. Et truc important aussi, qui est intéressant aussi pour beaucoup, c'est l'agence que tu as eu une expérience en agence et une expérience chez l'annonceur, actuellement notamment. Et donc voilà, donc t'as un cursus assez 360 sur. Tu as vu beaucoup de choses, quoi, sur le SEO. Et c'est super intéressant. C'est pour ça que aujourd'hui, on discute. C'est parce que je pense que tu as beaucoup de choses à apprendre au SEO et à tout le monde. Voilà. Et Merci à toi pour l'invite. Sacrée intro, j'avoue. Ouais, quand tu m'as proposé, c'était un plaisir de pouvoir discuter. Je pense que voilà, on est là pour une demi-heure, une heure pour échanger. Je comprends que tu m'as écouté une petite liste de questions sympathiques. Mm. Donc oui, l'idée c'est de pouvoir reparcourir un peu mon parcours et voir soit tu as des questions par Ouais. rapport au taf. Et pour la petite histoire, c'est super intéressant de pouvoir discuter aujourd'hui ensemble parce que à la base ça venait d'un échange complètement Formel, ouais. informel sur LinkedIn et puis on est amené à discuter comme quoi le secteur du SEO est quand même assez petit et plein d'entraide donc très Ouais, content d'être là, très content de discuter avec toi aujourd'hui et de pouvoir passer ce moment ensemble. je te remercie pour ça. Et moi aussi, c'est un plaisir. Et ouais, effectivement, SEO, c'est un petit milieu. Malgré tout, il y a quand même du monde, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui se distingue, on va dire, entre guillemets, ou en tout cas qu'on voit un peu plus. Et voilà. Mais du coup, je suis sûr que tu as plein de trucs à apprendre. Du coup, je vais te laisser la parole. Est-ce que déjà tu peux, donc, j'ai déjà un peu fait une intro en en expliquant un petit peu ce que tu as fait. Peut-être tu peux rentrer un petit peu plus dans le détail et expliquer un peu plus ton parcours. Ouais, carrément. Bah, très brièvement, moi, ça fait depuis 2010-2011 que je fais du SEO, que j'ai fait que ça, entre guillemets. Initialement, j'étais sur la région lilloise, donc j'ai commencé ma carrière là-bas, donc en agence, dans l'agence Altima, Feu Altima, dans laquelle c'était une agence qui était très spécialisée e-commerce, avec le bassin VA10 qui se trouve dans la banlieue lilloise. Tous les groupes muliers se trouvent là-bas. Donc j'ai fait mes armes là-bas en tant que référence, enfin, chef de projet SEO, chef de projet senior, consultant. Voilà, les petits steps, tous les 2 ans, tu changes de poste avec des clients qui étaient ultra intéressants. J'avais des clients comme Neuroto notamment, gros sites, grosse strat. C'était encore l'époque où tu pouvais faire des annuaires, tu pouvais de bombarder sur des sites d'achat de liens massifs. Donc c'était une période très très cool. Après, je suis resté dans la même boîte, mais je suis parti sur Paris, euh, dans l'entité parisienne. Donc, on était très peu. C'était une boîte qui était très orientée UX dans les locaux parisiens. L'idée, c'était de venir pour la renforcer et développer le service SEO. Là, j'ai pu travailler sur deux typologies de clients, donc toujours un peu dans le e-commerce, retail, luxe, c'est un peu le segment sur lequel je travaillais principalement, et une techno en particulier qui était Salesforce Commerce Cloud. Donc ça m'a amené à travailler pour plein de boîtes en fait en réalité parce que très peu d'agences étaient spécialisées là-dedans et de faire des déplacements improbables à Genève pour faire des AO avec DLC, enfin bref avec Columbia pardon, avec plein de boîtes assez chouettes. Et après ça donc c'était rachat avec la société Accenture pardon. Ouais. Et après, voilà, ça faisait quasiment 7-8 ans que j'étais dans la boîte, donc j'ai souhaité partir. Non pas que je m'ennuyais, mais je pensais que c'était le bon moment de bouger. Et là, j'ai eu l'opportunité d'aller dans le secteur du voyage. J'ai fait quasiment 2 ans, un peu plus, là, chez Voyageurs du Monde. Je vois qui s'appelle Buy Native. Donc, franchement, j'ai kiffé le secteur, c'était trop cool, ultra concurrentiel aussi. Voir un Dis- nouveau secteur, nouveau aussi, nouvelle approche ici aussi, carrément. C'était quoi ton poste là-bas chez Voyageurs du Monde? J'étais responsable SEO. Ok. On était une toute petite équipe chez Buy Native, on était 25 personnes, donc vraiment effectif limité, donc le budget n'avait rien à voir, petit périmètre, petit budget, mais du coup enjeu monstrueux. Grosso modo, on avait un site ombrelle et 55 sites à côté.
Ah ouais. Donc, l'idée, c'est de dire, les marques qui ont créé ce site Ombrelle étaient devenues presque plus fortes que la marque en elle-même. Donc, l'enjeu était de dire comment tu fais cohabiter 50 sites et un site bynative.com. Donc, franchement, des belles années. Mais le Covid est passé par là. Donc, tu te retrouves un peu le chômage partiel. Tu dis, bon, ok, c'est cool, mais tu bouillonnes un peu. Tu dis, en fait, tu as envie de taffer, tu as envie de faire des trucs. Ce qui m'a amené un peu à me remettre en question et puis de me dire c'est peut-être le moment de rebouger. Et je me suis retrouvé chez Faber Novel où j'ai fait à peu près un an. Donc en plein Covid, j'ai bougé chez Faber. Et puis un an à peu près après, je m'étais dit plus jamais l'annonceur. Et en fait, je suis retourné chez l'annonceur et c'est là où je suis aujourd'hui chez Meilleur Taux. Voilà un peu pour la version résumée. Aujourd'hui, je suis du coup le head of SEO de Meilleur Taux. J'ai une équipe de 9 personnes. Et puis, on sera peut-être amené à en discuter après sur la structuration et l'équipe. Mais voilà, donc 13-14 ans de SEO résumé en, en quelques minutes. En tout cas, j'essaie de faire le plus Gros, gros, synthétique possible. gros parcours, t'inquiète, c'est très clair, je te remercie. J'ai aussi, dans les choses que je sais un petit peu plus de toi, parce que par discussion, etc., c'est que tu es un peu t'es fan de NBA. Exactement, exactement. Ouais. Est-ce Ah. que c'est quoi? C'est t'en fais à haut niveau ou tu es fan Là, non, juste fan de NBA depuis OKC en réalité, les années Westbrook, James Harden, etc. La big équipe qui a failli gagner, J'avoue qui que a moi, failli j'ai gagner. NBA. Et, et, et puis après, voilà, je continue à suivre James Harden, même si t'as les gros haters de joueurs. Moi, je suis trop fan. Et puis après, voilà, ça m'a suivi. Donc, avant, je regardais les matchs en live. Je t'avoue que te réveiller pour regarder les matchs, c'est un peu une galère. Donc là, je suis plutôt en mode replay, voire résumé très short sur le NBA League Pass. C'est un Ouais, format qui me va très bien. Sauf que je suis papa depuis 2 ans et demi, donc c'est quand même plus facile, tu vois, de pouvoir les regarder le lendemain matin, voire un peu plus tard, ouais. c'est ce que j'allais dire. Ouais. Le deuxième point qui est important aussi dans ton parcours, c'est aussi ça, c'est que bah, tu n'es pas d'un enfant de 2 ans et demi, ce qui doit aussi changer ton quotidien pas mal, hein, tes priorités sûrement aussi. Et voilà, du coup, ouais, non, je rebondissais sur la NBA parce que souvent on voit des parallèles entre le sport Ouais. et l'entrepreneuriat. Est-ce que toi, ou en tout cas, peut-être entre ton poste qui est un poste entre guillemets haut placé dans la point de vue SEO, c'est quand même, bah, t'es tout en haut, quoi. Euh, Est-ce que toi, tu vois des choses que le sport peut t'apprendre dans ton taf, dans ton attitude, dans ta manière de gérer? Ouais, clairement. Quand t'es manager, hein, que ce soit head of, que tu sois lead SEO, quoi que ce soit, du coup, tu fais du management plus transverse ou même comme toi, responsable d'entreprise. Je pense que t'es obligé d'avoir une âme un peu de coach. C'est-à-dire que tu dois composer avec l'effectif que tu as. Tu fais aussi partie du recrutement. Donc, t'étoffes l'effectif qui est déjà en place. Tu mets en place aussi des strats. Tu gères un peu euh, voilà, les skills de chacun. Tu as toujours une équipe hétérogène. C'est impossible d'avoir des top performers partout. Donc, tu dois gérer un peu avec les aléas. Donc, pareil, tu peux le faire facilement le parallèle avec le sport et encore plus avec le basket. Pour moi, c'est starting five que tu vas avoir dans une équipe de basket se reflète assez bien. Surtout que là, aujourd'hui, j'ai 5 chefs de projet, de stagiaires alternants. Donc, c'est à peu près les mêmes parallèles assez évidents que tu peux faire. Et Ouais. puis, des fois, tu dois prendre des décisions. Hein. Tu prends des décisions qui sont parfois pas faciles, des décisions, pour le coup, moins humaines, mais plutôt stratégiques dans tes décisions que tu dois faire, d'un pur point de vue technique, éditorial, strat. Donc, ouais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de parallèles qui sont. Et t'es pas le premier à m'en parler. Hein. Ouais. C'est assez marrant, hein. Souvent, je retrouve ça quand je rencontre des gens un peu smart et tout. Bah, tu vois souvent, il y a quand même ce truc de sport qui revient assez régulièrement. C'est assez marrant. Et oui, et puis t'as ça. Puis je pense qu'il y a un autre aspect aussi dans notre métier. Euh, c'est le côté, tu vois, curieux de vouloir performer. Et puis, qui est très propre aussi au SEO. Hein. C'est une espèce un peu proche du gambling, c'est-à-dire que ton but final, t'as envie de finir le jeu, quoi. T'as envie d'être premier sur le maximum de requêtes possible. Donc, si t'es pas un minimum joueur, si t'as un minimum envie de craquer la solution, Ouais, c'est ça. je pense. Alors, je dis pas que tu peux pas t'en sortir dans cet écosystème, mais je pense que t'es moins performant.
Et tu vois, même le fait d'utiliser la notion de performance, tu fais directement le parallèle avec le sport, quoi. Ouais. Et puis en SEO, littéralement, t'as envie de battre les autres, quoi. C'est assez, Ouais, clairement. ça peut pas être plus évident que ça. C'est t'es premier ou t'es deuxième, et c'est assez clair, quoi. Mais de Voilà. façon saine, quoi, tu vois, tu bats quelqu'un, mais après, putain, le mec, il était smart, bonne Ouais, technique, j'essaie de craquer ce qu'il a fait. Ah ouais, bien ouais, ouais. j'avais pas forcément vu ça comme ça, etc. Ah, ça permet d'évoluer, hein. Ça permet Très d'évoluer. clairement, très clairement. Ok. Et du coup, deuxième question, toujours dans ce sujet-là, enfin, autour de ton parcours, etc. C'est du coup, tu disais que t'as un enfant de 2 ans et demi, ça change beaucoup de choses dans ton taf, dans ton temps, dans Pas, en vrai, pas tant que ça. Pas tant que ça. Bah après, ce serait pas mentir de dire, enfin, c'est mentir de dire, bah, quand tu as un enfant ou même quand tu as un événement qui se passe dans ta vie, tu as des priorités qui évoluent un peu. Quand je suis au taf, pour le coup, je reste 100% focus et voilà, il y a pas de choses qui te perturbent. Mais bien sûr, à l'arrivée d'un enfant, bah, le matin, forcément, tu dois le déposer, tu vas le rechercher le soir, etc. Donc, tu es plus cadré et tu es plus en mode tunnel. Tu taffes, il n'y a rien qui peut te perturber. En tout cas, moi, je me mets dans cette config-là. Et puis après, bah, ça te permet aussi de t'accorder des moments presque des soupapes, de dire, OK, ouais, j'ai mon taf, j'ai ma vie à côté et c'est de Ouais. cloisonner au maximum. T'arrives Donc, à, ça permet de. t'arrives à bien cloisonner les deux. Enfin, Ouais, ouais, ouais. toi, mais moi, tu vois, pendant longtemps avant d'avoir des gosses, bah, le soir, bah, si j'avais un sujet que j'avais pas terminé, j'avais envie de le tomber, quoi. Tu vois. Et puis, c'est pas une question de professionnalisme, c'est une question de ça me trotte dans la tête. Ah oui, c'est sûr. Et Après, donc, est-ce que c'est pas propre aussi, propre à l'agence ouais, peut-être. aujourd'hui? Moi, je sais qu'à l'agence, alors je dis pas que quand tu es, ce sera peut-être aussi de l'échange d'après, mais je dis pas quand tu es in-house, tu as moins cette exigence de traiter les sujets dans les temps. Nous, on a des deadlines hein, comme dans toute boîte, mais Mm. je pense que la deadline, quand tu as un appel d'offres à traiter, quand tu as vraiment quelque chose qui engage encore plus ta boîte, et je pense que je me mets à ta place, quand tu engages toi-même ta société, c'est Ouais, encore l'enjeu supplémentaire, ouais, bien sûr. forcément, tu es obligé de te mettre des charrettes. Plein de reprises, quand j'étais en agence chez Altima, j'évoquais tout à l'heure, plein de fois, on s'est fait des grosses charrettes, parce que aussi tu es dans le mood, voilà, tu découvres aussi le taf, tu fais des AO, ces trucs un peu sexy, tu vois, as cette adrénaline que tu as aussi. Mm, L'adrénaline que j'ai aujourd'hui, elle est complètement différente. Tu vois, aujourd'hui, je suis en plein dans les BP côté meilleur taux, c'est mm, vraiment différent, c'est une adrénaline différente. Euh, donc oui. Mais il faut, à mon sens, pour être performant dans ce que tu fais, il faut cloisonner au max. Ok. Ok. Ma posture aujourd'hui. Ok. Ouais, c'est très bien, je pense que tu as raison là-dessus, hein. Pas de sujet. Ok, je continue du coup dans les questions. Du coup, est-ce que tu peux plus nous parler en particulier de ton expérience chez Mererto et de ton rôle de Head of SEO? En gros, c'est quoi un Head of SEO? Est-ce qu'il y a des spécificités à Mererto ou pas? Ou qu'est-ce que c'est en fait? C'est quoi la diff entre tu vois, tu es passé par tous les postes, tu vois une diff, c'est quoi aujourd'hui ton rôle et qu'est-ce que c'est un Head of SEO? Bon, head of SEO, en français en français dans le texte, on va dire, voilà, responsable SEO, responsable d'un service, responsable d'une entité et d'un tas de choses en réalité. Déjà responsable de personnes, c'est-à-dire que, comme j'évoquais tout à l'heure, on est 9 dans le service, donc tu as une grosse part de management. Tu dois orchestrer, déjà tu dessines un petit peu l'objectif annuel. Je parlais de BP tout à l'heure, donc tu définis un peu les objectifs, tu définis les priorités, tu définis conjointement avec le CMO du groupe, voilà, combien tu peux dépenser, comment tu peux structurer et atteindre les objectifs collectifs. Donc ça, typiquement, c'est des choses que, quand j'étais en agence, que je ne faisais absolument pas. En gros, tu Mm. arrives sur un appel d'offres, tu dis, OK, moi, je vais booster ton trafic. Le volet lead, tu t'en parles un peu moins. Donc moi, je suis énormément dans la partie data, la partie lead, performance, etc. Donc c'est vraiment déjà poser les bases et de faire en sorte que ton équipe puisse atteindre les objectifs. Et comment tu fais à ce niveau-là? Tu leur donnes les moyens de les atteindre. Donc ça, c'est déjà un vrai point. Et on parlait tout à l'heure de coach, d'accompagnement, etc., etc. C'est un aspect de mon rôle aujourd'hui. Mm. Et pour atteindre ces objectifs-là, il faut donner les moyens pour les atteindre. Donc, comment tu fais ça? C'est mettre en place des process, mettre en place les documents qui vont bien, mettre en place des méthodos, mettre à disposition des outils, mettre à disposition aussi des routines, des rituels aussi.
On a plein de rituels dans l'équipe, on a des points hebdo, on a des points, on fait des one-one, tu vois, pour faire avancer, pour craquer des sujets, des points individuels pour présenter des nouvelles méthodos, pour que tout le monde soit vraiment à la page et tout le monde utilise la même chose. C'est ultra important. Et puis après, tu as un aspect aussi, comment toi, en termes de SEO, tu arrives à diffuser le savoir au sein de l'entreprise pour que tout le monde soit sensible. Pas juste, Ouais. pas juste dans son service, mais dans toute la boîte. Exactement, c'est ça. Mm. Donc là, c'était vraiment l'aspect purement dans mon service, mais après, c'est comment tu vas déjà faire comprendre de l'importance de ton métier, pas déjà auprès de ton boss, ça c'est déjà le premier point. Après, auprès des responsables produits, parce qu'en fait, quand on fixe des objectifs, c'est à eux qu'on reporte, en partie. De dire, je sais pas, sur le secteur de l'immobilier, le crédit immobilier, la target, c'est, je sais pas, plus 15% de leads sur l'année. Et tous les mois, je vais dire, bon là, on a fait plus, on a fait moins, et d'expliquer les raisons. C'est jamais de la justification. Ça, c'est de dire, ils considèrent qu'on nous sommes les experts, donc on a le savoir, donc ça, c'est quand même assez appréciable. Mais derrière, voilà, tu as quand même besoin d'expliquer, de dire, bah, on a dévissé parce que les search volumes étaient peut-être moins importantes ou la concurrence bah, nous a dépassé, ce qui peut arriver. Hein. Et voilà, de pouvoir détailler. Donc, pour ça, on a plein de reporting que j'ai mis en place pour pouvoir faire de la pédagogie, d'expliquer et d'apporter ces items-là. Et dans la collaboration avec les responsables produits, que j'ai essayé de mettre en place avec mon arrivée en 2021, c'est-à-dire chaque chef de projet a 3-4 produits qu'il gère dans son périmètre. C'est un peu le système de l'agence. L'agence, tu as 3-4 clients, là, c'est 3-4 produits. Ce qui permet en fait au chef de projet d'avoir de la connaissance du produit. Parce que à mon sens, plus il est expert sur le produit, mieux il va pouvoir briefer, mieux il va pouvoir le maîtriser et développer aussi cette expertise au sein de l'expertise. Et du coup, après, le chef de projet va gérer la relation avec les responsables produits en leur apportant des insights pure SEO. Et le responsable produit va dire, bah écoute, sur le marché, il y a une loi qui est sortie, il y a tel et tel produit qui va popper, donc ça peut être intéressant d'avoir ça, ça, ça. Mm. Et de ce fait, tu as le responsable produit, enfin le chef de projet SEO, pardon, lui, il va avoir cette casquette aussi transverse, d'être un peu, voilà, le côté relationnel, le côté entretien, le côté je te rends des comptes, je t'accompagne, je t'aide, je te fais monter en compétences sur le volet édito, tech et achat de liens. Ok. Ouais, ils ont le triptyque. Donc, il y a la strat qui est définie en amont, on sensibilise en interne, et puis après, les chefs de projet individuellement diffusent aussi le savoir et aussi gèrent leur budget sur le volet édito et sur le volet netlinking. D'accord. Ok. Et c'est toi qui réattribues le budget à chaque personne en fonction de ton Ça. bébé. Okay. Exactement, exactement. Et après, on fait le suivi. Ça, c'est la partie, on va dire, la moins sexy, mais qui est nécessaire. C'est dire, OK, on m'a accordé tel but pour tel objectif, et c'est au mois le mois, tu vois, avec les responsables contrôle de gestion, combien tu as dépensé, combien ça t'a rapporté, et puis voilà. Ouais. Ok. Mais du coup, il y a plein de trucs super intéressants dans ce que tu viens de dire. Moi, j'ai retenu deux trucs qui sont en particulier, hein, plein de trucs, mais deux trucs particuliers qui me semblent hyper intéressants et qui ne sont pas communs, notamment dans beaucoup d'agences, hein, comme tu le disais. Alors, nous, on le fait, mais c'est vrai que tout le monde ne le fait pas. Tu me parlais des KPI que vous suivez et qu'avec ton CMO, vous parliez non pas en fait, finalement, pas de trafic, mais vous parliez, eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est les leads, quoi. C'est pas le trafic. Et c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Et du coup, ça, c'est un truc que tu faisais déjà en agence ou pas? Pas du tout. Enfin, indirectement, oui. En fait, quand tu allais dans GA ou peu importe l'outil analytics que tu avais, ou même accès à la data CRM que pouvait te fournir le client, par défaut, tu le faisais parce que tu savais que sur la hausse, tu allais challenger là-dessus. Parce que finalement, côté annonceur, c'est cet indicateur-là qui permet de débloquer des buts marketing et qui permet de prendre une prestation SEO pour faire, c'est le cercle vertueux. Je t'avoue que côté agence, c'est pas intuitif dans toutes les agences. Ouais. La target principale, c'est ranking, évolution de la visibilité, donc via le ranking et via aussi le trafic. Ouais. Derrière, tu essaies de positionner des pages dites que tu considères comme performantes. C'est souvent les top LP, les hauts métiers, etc. Mais voilà, tu t'arrêtes un peu là. Là où tu vois côté meilleur taux, j'ai dû un peu réapprendre, en tout cas apprendre, et ça crédit aussi à mon CMO, c'était aussi de se poser en disant ok, comment on peut
pour avoir aussi des supports en interne, parce que c'est aussi ça la clé, c'est de te dire comment moi je peux aussi avoir des supports qui permettent de pousser davantage ma strat. Et pour avoir ces supports-là, il faut que j'ai le bon proxy. Et pour avoir le bon proxy, c'est dire ok, comment je présente les choses. Et qu'est-ce que C'est tu pas vas leur raconter qui sont... exactement. Et c'est souvent une question didactique, c'est-à-dire que comment tu vas amener les choses pour que au final on puisse te dire non mais je suis bien, ok, t'es deuxième sur telle requête, tu me dis que tu top performes, mais on fait -10. Et Ouais. donc là, ce qui a été fait, c'est des reporting spécifiques qui nous permettent de dire, en fait, on va de la partie clic, impression que tu vas avoir dans la GSC, voire même du ranking, et on remonte toute la chaîne de valeur jusqu'aux leads finaux. Et Ouais. en intermédiaire, tu vas avoir les taux d'entrée de tunnel, tu vas avoir tous les facteurs qui sont presque en agence, parfois traités, mais on se dit, bon les gars, nous, on a fait du trafic, le reste, c'est plus notre taf. Là, c'est Ouais. de dire, au final, s'il y a des actions CRO qui doivent être déclenchées, tu vois, c'est intéressant de les remonter et de dire, on peut aller chercher des points de transfo, mais il faut peut-être déclencher un AB test ou quoi que ce soit. Tu vois. Et du coup, dans ce sujet-là, justement, étant donné que vous vous intéressez à tout le funnel, Ouais. je suppose que, alors je sais pas comment ça se passe chez Meilleur mais il y a probablement beaucoup d'échanges avec les autres services qui vont gérer, notamment, tu disais CRO, etc. Je sais pas si c'est intégré dans votre partie quand ça concerne un peu le SEO et le CRO. Est-ce que c'est des services externes comment vous organisez là-dessus? Parce que clairement, en fait, à mon sens, le SEO, c'est plus global, encore plus aujourd'hui que le trafic, comme on le disait tout à l'heure. C'est un enjeu qui est beaucoup plus large que ça. Le but, c'est de faire des leads, des achats, mais pas juste de faire du trafic et d'être joli et de dire, regardez, on a fait plus 1000, c'est génial. On s'en fout un peu. Ce qui est enfin, à part c'est un média, mais voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller au bout de la chaîne avec ce côté CRO, ce côté UX, ce côté comment on peut faire pour voilà. Et donc, comment vous faites, vous, chez Meilleur Taux pour ça? Vous travaillez avec d'autres services qui sont spécialisés ou vous avez des ressources dans ton service? Ça se passe comment? Actuellement, en fait, alors, il y a plusieurs questions dans ta question, mais Pardon. grosso modo, en tout cas aujourd'hui, la force, je trouve en tout cas du SEO chez Meilleur Taux, c'est que on est vraiment sollicité dès qu'il y a une refonte de maquette, dès qu'il y a un projet qui est lancé, si c'est pas SEO compliant, on a la possibilité de mettre des no-go. Alors c'est pas à la carte qu'on joue tout le temps, mais en tout cas voilà, c'est bien intégré, ça montre aussi que il y a eu de la maturité et que la boîte étant web de base, elle était créée en 99, donc il y a 25 ans d'historique sur le web, donc le SEO étant aussi une vraie composante de la croissance du groupe, ça fait partie intégrante de l'ADN de la société. Donc ça, c'est vraiment aussi une arme qui permet de dire, OK, c'est pas ISO compliant, on discute. Et donc, dans ce cadre-là, on est amené à discuter directement avec les UX, avec les PM, avec toutes les parties prenantes d'un projet. Et concernant les tests, on est une équipe CRO aujourd'hui qui est rattachée à l'équipe Analytics. Euh, on est en train, voilà, on a commencé à lancer ces AB tests ces 2 dernières années. On est en train de monter en puissance. Je pense qu'on peut encore faire mieux sur ce volet-là. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, c'est une équipe qui est vraiment spécifique à ça et pour lesquelles, quand on identifie des axes d'amélioration, c'est plus, on va être proactif en disant, bon voilà, ça peut être cool de tester telle et telle feature, telle et telle modification de page, parce que je pense qu'il va y avoir tel et tel gain d'un point de vue, pour finalement de montrer le ROI de l'action. Ouais, ouais. Et pas juste, je voudrais me faire plaisir, je vais te refaire la page. C'est de dire, si on refait ça, même si, voilà, toutes choses égales par ailleurs, il va pas y avoir toujours ce qu'on attend, mais il faut le tester. Ouais, le potentiel de gain, il est là. Exactement, exactement. Et ça, c'est dans tout ce qui est présenté, ça fait partie typiquement des points trimestriels que j'ai mis en place avec les PM depuis 6-8 mois. Enfin, c'est revues trimestrielles qu'on réalise. C'est de présenter les projets du trimestre à venir. Une espèce de tier list que je présente en disant, voilà, s'il y a 3 projets qui doivent sortir sur le trimestre à venir, c'est ça. Et en fait, dans les projets, j'estime la faisabilité, en tout cas de ma connaissance technique, de ma connaissance de la complexité du CRM, c'est du pack, du front et tout. Le gain, donc le gain de trafic ou le gain de transfo. Donc ça, j'essaie de l'estimer et après on échange, qui permet en fait au PM de planifier la roadmap on essaie de le faire dans la mesure du possible 1 mois avant le trimestre qui suit pour planifier ça. Et ça, c'est vachement intéressant parce que derrière, tu dis, t'as moins la frustration de te dire en fait j'ai 50 tickets qui traînent, le PM se retrouve avec tout ça, il sait pas trop les prioriser
Et en gros, si tu dis, non, mais mec, s'il y a ne serait-ce que 3 énormes projets que tu dois faire, c'est ceci, et c'est les projets prioritaires, parce qu'on a défini ensemble et collectivement que ça va apporter un vrai gain business, ou ça va contribuer à ce qu'on passe à un autre step. J'ai plein de tickets comme ça qui sont en tête, et ça a permis de déployer finalement des features très très cool sur le site. Ok, du coup, on parlait de ton équipe, aussi. Ton équipe, tu m'as dit, vous êtes 9, c'est ça? C'est ça, avec moi, on est 9. Ouais. Ok. Et du coup, tu disais, ils sont répartis par projet. Ils ont donc, chacun a 3-4 projets au sein de Meilleur Taux, c'est ça? C'est exactement ça, ouais. Ok. Et comment tu les recrutes? Comment tu les trouves? Comment tu les. Ouais, comment ça se passe? Bah, recrutement, entre guillemets, classique. Grosso modo, quand je suis arrivé en 2021, on était 2 personnes et demie. Donc, quand je dis 2 personnes et demie, c'était une personne qui était en place, une personne qui était en départ de congé mat et une personne qui était en stage. Donc, il a fallu finalement recomposer et restructurer l'équipe pour arriver à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, c'est passé par voilà, des phases de recrutement, publication via les Indeed, via les plateformes type LinkedIn, etc. C'est pour ça que je suis pas mal à contribution sur ça pour essayer aussi de mouiller la chemise sur les prises de parole, sur les échanges, sur tout ça, pour aussi parler en direct. Donc ça se fait via tu vois, des mises en relation, des gens qui viennent me contacter en me disant ah bah Zoé, j'ai vu que tu avais fait un post, ça peut être cool. Ou soit c'est des entretiens, on va dire classiques, hein, c'est une personne qui postule, je la reçois et on fait des échanges. Et dans les process de recrutement, souvent t'as les échanges managériaux qui découlent sur un test. Je pense qu'il y a plein de sociétés qui font ça. Ouais. Sauf que le format de test, c'est un format audit. Et pour pas que la personne passe trop de temps, c'est des formats type 3 heures. Tu vois, de dire, voilà, tu as 3 heures pour auditer tel truc. Le format, en fait, finalement, je m'en fiche un peu. C'est plus le format de restitution qui m'intéresse. C'est plus la logique de réflexion et de dire, OK, toi, ta logique est pertinente. Peut-être ce que tu m'as présenté comme restit, c'était pas fou, mais dans ta logique, c'était pertinent. Parce que du coup, ça se passe comme ça. Tu Et veux voilà, dire la forme t'intéresse moins que le fond, quoi. C'est ça que tu veux exactement. dire? C'est ça, en fait, ce que tu dois Mm. détecter, en tout cas à mon sens, avec quand même fait pas mal de recrutement là pour Meilleur Taux, puis même avant, c'est la capacité d'adaptation, le côté curiosité encore plus dans notre taf, de Mm. dire ok, même si j'ai déjà eu il y a même des personnes que j'ai recrutées sur lesquelles les tests c'était pas, tu dis ok, c'est pas 100% ok, mais tu vois qu'il y a un potentiel, puis après bah tu recrutes et après c'est simplement quand c'est sur le terrain où tu vois les pressentiments, est-ce qu'ils étaient corrects ou pas. Hein. Ouais, ouais. Et Et après, après voilà, il y a une phase tu vois qu'ils d'onboarding. ont la tête bien faite, quoi. Tu vois qu'ils ont la tête bien Exactement. faite, et après, ok. Ok. Et après, voilà, il y a une phase d'onboarding. Les gens, souvent, c'est des phases d'onboarding que je leur propose. 2 premières semaines, tu fais rien, entre guillemets, juste t'accumules de la data, tu rencontres des gens, et puis voilà, let's go, tu prends ton poste. Ok. Bah, cool. Et du coup, est-ce que tu as ok, donc t'as genre, des qualités ou des trucs que tu recherches en particulier quand tu cherches ou c'est un peu en mode. Pour moi, Ouais. en tout cas, pour moi, un bon SEO doit être curieux, de base. Donc, je pense que c'est quelque chose que je regarde presque en premier. Capacité aussi d'adaptation. Ouais. Aujourd'hui, tu vois, on est alors, je sais pas si c'est une grosse équipe, il y a toujours plus grosse équipe, mais commence à avoir une équipe qui s'est pas mal développée. Le côté aussi social, partage du tips, partage de l'info, c'est vachement important, je trouve, pour moi. Et surtout quand tu dois composer avec de l'humain, Ouais. c'est assez primordial. Et puis voilà, après il va y avoir forcément des profils qui vont être plus à l'aise sur l'édito, sur la tech. Et ça, tant que la personne n'est pas vraiment dans ton équipe, tu peux le détecter rapidement sur le parcours. Si elle a fait tel type d'agence, tu dis ah putain, cette agence-là elle est plus tech, celle-ci elle est plus édito ou tel et tel parcours. Tu vas pouvoir ressentir des choses, mais sans l'avoir testé en conditions réelles, c'est complexe de le voir. Mais donc tu vois plus du soft skills que du hard skills en réalité quand tu recrutes. Et puis après, bah, quand tu juges sur le terrain, c'est plus du hard skills que tu vois. Hein. Mais Ok. Ok. Et ok, du coup, on continue sur la partie de ton équipe. Comment tu fais pour les former ou les faire monter en compétences, etc. bah il y a les fameux meetings que je parlais tout à l'heure. Donc l'idée c'est de pouvoir vraiment alors,
il y a des choses que moi j'ai pu tester de mon côté parce que je fais aussi de l'inté, je fais aussi pas mal de choses, intégration de contenu, enfin des projets un peu en side pour le groupe Miyauto. Je me dis putain, ça m'a fait gagner du temps, c'est une technique que j'ai envie de partager à l'équipe. Donc ça fait derrière ça donne des réunions spécifiques. Donc, tu vois, on partage tout ça, on voit ça vous a servi, comment on peut le mettre en œuvre et derrière ça devient un process. Ce qui était un tips devient un process et ça fait partie de la formation en interne. J'essaie d'envoyer au max, pas tout le temps autant que je voudrais, mais en tout cas envoyer les différents gars sur des forums, sur des salons divers, ce qui permet de les faire monter en compétences aussi. De faire beaucoup de veille. Je fais énormément de veille parce que ça fait kiffer, tout simplement. Et puis je pense que aussi dans une taf, si tu tiens pas au courant via de la veille, tu peux vite être déplacé. Donc voilà, c'est leur redescendre tout ça et beaucoup échanger. Il y a une période où ces derniers temps, on l'a un peu moins fait, mais on faisait beaucoup. C'était des SEO lunch. Pareil, on prenait une thématique, on se prenait à manger, on se mettait dans une salle, on passait soit une conf qui nous intéressait, ça pouvait être sur, je sais pas, le maïs interne, netlinking, divers sujets. On les regardait ensemble et en fait on les confrontait, on se disait bah ah putain ce type là ouais c'est cool, ça peut me faire gagner du temps de fou, ah bah ça ou te rassurer, dire ah bah c'est bon en fait nos process sont plutôt bien rodés parce que ça c'est des trucs qu'on fait déjà. Donc c'est assez intéressant aussi surtout une équipe où tu as différentes typologies de profils, tu as des profils plus seniors, d'autres qui sont en train de monter aussi en expérience, donc ça permet aussi de niveler tout le niveau et de te dire bah, les plus experts tirent les plus juniors vers le haut et puis même les plus juniors qui arrivent ont peut-être aussi un regard différent et ça permet aussi de challenger les plus experts. Donc voilà, beaucoup de partage. J'incite beaucoup à l'auto-formation, c'est important. Et puis voilà, il y a le Chan Teams qui pop. On a sur un Chan Teams, on a ici au Tips, je crois, ou ici au Veille, comme ça, dans lequel on balance à chaque fois pas mal de choses. Et je pense que ça marche pour l'instant plutôt pas mal. Ok. Et toi personnellement, là en ce moment, est-ce que tu as l'impression de continuer à apprendre des choses en SEO? Je suppose que oui. Je ne sais pas à quel point c'est le cas. Ouais, clairement. Mais je pense que c'est assez paradoxal et c'est intéressant comme question. On me l'a posé il n'y a pas super longtemps aussi comme question. En disant, ouais, mais en fait, t'es in-house, tu t'es planqué et tu fais plus rien. Bon, c'était pas aussi véhément que ça, mais c'était un peu dans cet ordre-là. En réalité, je pense que les 3 dernières années là, qui sont passées, alors peut-être c'est les projets qui font que, ou peut-être c'est la maturité professionnelle ou un tas d'autres facteurs qui ont joué, mais j'ai l'impression que ces 3 dernières années, j'ai plus appris que ces 10 dernières années, tu vois. Euh, c'est très bizarre. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué, c'est possible, mais aussi, je pense que le fait d'avoir été confronté avec, d'être en direct, en format in-house, de devoir tester, de pouvoir aussi tester rapidement et d'avoir la main sur beaucoup de choses, te fait prendre conscience d'un certain regard différent du SEO. Et puis aussi, tu as le côté curieux, et il y a l'IA qui s'est greffé à ça. Donc, il y a plein de choses qui ont fait que ça a été aussi un accélérateur de particules. Donc, ouais, continue d'apprendre à 1000%. Et il y a plein de trucs que j'ai fait typiquement là sur mes orthos avec le reste de l'équipe que j'avais pas pu faire et pas pu tester de par moi-même dans le passé. Je pense à un tas de choses, tu vois, genre C'est des trucs que tu as pu tester ou des trucs que tu as découverts? un mix des deux. Parce que tu vois, il y a des concepts que j'avais, mais que n'ai jamais pu mettre en œuvre parce que soit un client ne le souhaitait pas, ou soit c'était tricky, soit le client n'était pas assez mature ou ce genre de choses. Ou là, en gros, vu qu'on a un peu carte blanche, tant qu'on fait du trafic qualifié et que les leads découlent derrière, on a un petit peu, voilà, on peut pas faire n'importe quoi, bien sûr. Il faut que ce soit Ouais, toujours mesuré et qu'on explique, voilà, le pourquoi du comment. Mais tu as des projets type footer contextualisé, strat d'offuscation, stratégie de netlinking un peu spécifique. Tu vois enfin, c'est les projets qui viennent en place où tu vas te faire de l'analyse de log un peu plus poussée, des campagnes de 410 pour cleaner les sites, tu vois, plein de choses qui sont finalement que tu peux lire dans pas mal de supports que je pensais maîtriser d'un point de vue théorique, mais entre le côté théorique, l'expliquer et le vendre à un client et le côté je le mets en place et je le fais et ça a un impact saillant et spécifique, ouais, tu gagnes beaucoup de temps, ouais, clairement, clairement. ouais. Et tu vois, il y a d'autres trucs sur la partie aussi balisage sémantique, comment écrire à la fois pour les users et pour les bots. Ça, c'est des choses que j'ai
pu tester parce que je suis clairement convaincu avec toute la montée en puissance des bots, des IA, IA génératives, type Perplexity, SearchGPT ou IA Overview typiquement, pour pas rater le train. Donc tu vois, c'est des méthodes qu'on essaye d'inscrire aussi dans nos routines de brief auprès de nos rédacteurs et que les chefs de projet aujourd'hui sont très très sensibles à ça. Donc comment rédiger à la fois pour un user mais aussi pour un bot pour déjà être compris par tout ce qui est LLM etc. Et puis après toute la partie balisage purement schéma.org JSON, là clairement je pense qu'on a passé un gros step entre les dernières et cette année. Et là il y a encore des belles choses qui arrivent. Donc ça c'est typiquement des choses que je faisais mais qui étaient vraiment sur le basique, de part aussi le fait que j'étais sur des sites e-commerce et le champ peut-être était moins large, tu vois. Là, on est sur un site qui est un site de lead gen, c'est un peu différent aussi. Peut-être ça aussi, peut-être. Ouais, il y a des grosses disparités, mais on en parlait tout à l'heure, on va en reparler d'ailleurs. Mais ouais, je vois très bien. Et peut-être aussi le côté, là, en t'entendant parler, je me dis aussi peut-être que c'est le côté plus proche du marketing aussi, tu vois, genre avec ton CMO qui est à côté, tu étais un peu plus mélangé à un ensemble global, non? Je sais pas, ça joue ou pas, je pense. Peut-être. Peut-être. Après, tu vois, le fait d'avoir de la proximité, les devs sont vraiment à côté. Tu vois, les devs utilisent Screaming Frog, tu vois, typiquement. Ah ouais. Ça reste relativement récent. On a fait un peu le forcing en disant, les gars, en fait, au lieu de, de recéter, lancer un crawl à chaque fois, on vous donne des licences. Tu vois, les PM sont formés aussi aujourd'hui à utiliser Screaming Frog. Les devs le font aussi. Donc, ça permet vraiment de faciliter les choses, de gagner un tour de malade. Quand tu reçois une recette pour recéter un item que tu as créé dans Jira ou quoi que ce soit, tu sais que le travail, il va être plus ou moins clean et que tu vas pas découvrir des choses qui n'auraient pas forcément été vues par une pure recette type front ou opérationnel, template par template, quoi. Ça, c'est quand même très cool. Okay. Et j'ai une autre question. Sur un site de la taille de Meilleurtaux, qui est quand même un bon gros site, ta répartition en gros de l'impact des piliers SEO, on va dire, la tech, la partie contenu, la partie backlink, c'est quoi pour toi? Qu'est-ce qui est le plus important dans un site comme Meilleurtaux, si tu devais prioriser? Aujourd'hui, alors si tu m'avais demandé ça avant le mois de juillet, là il y a pas mal d'effets de bord avec un changement de CMS, mais ça c'est un autre sujet. Si tu m'avais posé la question avant, je te dirais dans notre secteur d'activité, banque, finance, assurance, le netlinking est ultra important. Okay. Typiquement, c'est un truc que je faisais de l'achat de liens dans le passé, mais à cette ampleur-là, jamais. On a des budgets de malade. Je pense que toute personne qui travaille dans la finance ou dans la banque pourra te le dire. Pour autant, si derrière ta structure de site elle ne fonctionne pas, tu auras beau acheter en foison des liens, ça ne fonctionnera pas. Donc, je dirais presque la partie tech, si tu inclus la partie maillage interne et structure de site. Pour moi, c'est vraiment la base. Si tu reprends l'image de la maison avec les fondations, c'est la tech, l'édito, c'est ta maison, enfin, c'est le premier étage et le reste, c'est la partie netlinking. Donc oui, la tech est ultra importante parce que ça te tient tes fondations et on le voit parce que vu que le site a un historique assez fort, on parlait tout à l'heure d'une société qui a 25 ans, forcément, si tu as une base technique pas folle, tu auras beau mettre en place tous les cocons sémantiques aux petits oignons, ça va pas marcher, quoi. Et c'est pour ça tout à l'heure que j'évoquais, tu vois, les fameux cleans dont on faisait dont on fait assez régulièrement. Ça, c'est aussi permis par de l'analyse de log. Aujourd'hui, l'analyse de log est devenue indispensable. J'imagine. Même si tu vois, on n'a pas un site, tu dis gros site, pour moi, c'est pas un gros site comme un site e-commerce où tu peux avoir plusieurs millions de pages, mais c'est vrai que pour un site lead gen, on a 15-20 000 pages, plus avec les autres sites qu'on gère au cumul, ça fait pas mal de CMS, mais ouais. Donc ouais, la partie tech, pour répondre clairement à ta question, partie tech, partie édito forcément, et puis netlinking qui vient mettre la chape de plomb sur le tout. Ok.
Et ouais, justement, tu parlais des 20 000 pages sur le site principal. En gros, là, si j'ai bien compris, vous avez une quinzaine de sites. Vous avez, je sais pas combien vous avez de sites sur Meilleur Tour. Vous en avez un? Aujourd'hui, on a le site principal, je pense qu'il le plus connu, c'est le 3W Meilleur Taux, donc Ouais. site grand public, sur lequel on fait les produits qu'on appelle produits historiques, crédit immobilier, assurance emprunteur, tous les produits de ce type. On a des sous-domaines qui sont associés à la marque principale. C'est Ouais. toutes les déclinaisons de la marque, c'est Meilleur Taux énergie, Meilleur Taux banque, Ouais, c'est Meilleur Taux les produits. placement, etc. Donc ça, c'est des sous-domaines du site principal. Donc entre le 3W et le sous-domaine, tout est cloisonné. C'était une strat qui avait été faite avant mon arrivée et qu'on a poursuivi parce qu'elle est plutôt efficace, de vraiment cloisonner et faire des sites monothématiques. Donc c'est plutôt dans cette direction-là. Et on a quelques EMD qui traînent à droite à gauche, D'accord, ok. qu'on active de temps en temps, et un site sur le volet assurance qui est le comparateur assurance, qui est l'équivalent de le Lynx, les Furets dans ce secteur d'activité. Et on a aussi dans le groupe un site de presse qui est Moneyvox. Ok, d'accord. Voilà. Ah, Donc ok, ok. on a un écosystème assez large, et du coup l'équipe SEO est amenée à travailler, ça dépend des périodes, mais proactivement sur les principaux sites dont j'ai parlé, et puis de façon ponctuelle, typiquement sur Moneyvox de temps en temps et sur d'autres sites du groupe quand il y a des besoins. Et comment tu fais pour justement allouer tu vois, genre, t'as plein de sous-domaines, ton domaine principal, les autres sites à côté, vous êtes que 9, vous n'êtes pas 150. Comment vous Ouais. faites pour organiser ça et faire en sorte que que les priorités soient identifiées, on travaille sur les quick wins s'il y en a. Comment tu fais ça? Enfin, faut être agile, comme on dit. Non, plus sérieusement, c'est dans chaque. Je parlais tout à l'heure d'une espèce de portefeuille par chef de projet. En réalité, il y a toujours un ou deux produits forts, en tout cas générateurs davantage de leads. Je vais prendre un portefeuille type. Cédric, là, dans mon équipe, gère l'IMO, l'assurance emprunteur et le rachat de crédit. C'est trois gros produits chez Meilleur Taux. Il y a deux gros produits qui vont driver un peu ça, c'est le crédit immobilier et l'assurance emprunteur, qui sont les deux produits assez liés. Et comment ça va être défini, c'est de dire quels sont les produits apporteurs de leads, apporteurs de trafic, et que tu croises par rapport au potentiel. Typiquement sur un produit que le crédit immobilier. Crédit immobilier, aujourd'hui, on a des positions leader de marché. Cette position de leader, il faut la maintenir. Donc là, c'est plus du maintien. Donc il faut quand même investir. Hein, tu vois, il y a quand même un but qui est alloué. Là où tu vas avoir des produits sur lesquels c'est plus de l'investissement ou de la croissance. Par exemple, le rachat de crédit, on est déjà en place, on a déjà des top positions, etc. Mais on a encore une assiette pour faire de la croissance. Donc on Ouais, essaie d'arbitrer de cette manière en disant, bah, ça c'est un produit de maintien, un produit stratégique sur lequel bah, il faut faire de l'invest, mais on sait que on a plutôt bien cranté, donc il faut quand même être vigilant, mais voilà, un peu moins le bichonner entre guillemets. Et puis après le reste, bah, c'est là où tu as de l'ambition, et ça il faut le croiser bien évidemment avec les budgets qui sont alloués bien sûr. en fonction du BP. Parce que bah, le mot d'ordre, c'est si mon gars il met les points d'effort sur un produit qui est moins prioritaire pour le business au global, bah, on va me dire attends Thomas, tu plaisantes vous avez mis vos billes sur un produit qui rapporte zéro alors que bah, les billes, il fallait peut-être les mettre sur la tête de gondole, quoi. Ouais, Donc bien ça, sûr. c'est un arbitrage qu'on fait, et c'est des priorités qui sont pas figées. Parce que ce qui est défini en janvier peut évoluer au cours de l'année, et ça, on s'adapte. Et, euh, et avec les autres responsables responsable marketing, on les adapte au trimestre. Ça, c'est des choses qui sont revues. Forcément, les priorités sont vues les objectifs, heureusement, évoluent Ouais. au cours de l'année. Et chaque trimestre, on les adapte et on les communique, bien sûr, auprès de l'équipe. Ok. Ouais, très clair. C'est d'être adaptable. Ok. Et chez Meilleur Taux, il y a de la saisonnalité ou pas? Ça va dépendre des produits. On a la saisonnalité plutôt sur les produits d'assurance. En réalité, il y a des périodes fortes pour la partie mutuelle santé qui arrivent plutôt fin d'année, début d'année. Les produits aussi, assurance habitation, souvent juste avant l'été, septembre, octobre, c'est des périodes assez fortes, ces genres de produits. Après, tu vas avoir les produits de placement. Donc les placements, donc c'est pareil, c'est un énorme produit chez nous, tant en termes de trafic, de potentiel et puis de chiffre d'affaires. Ça, il y a de la forte saisonnalité.
Par exemple, sur l'assurance vie, souvent c'est fin d'année, début d'année, parce que c'est ce qu'on appelle l'annonce des fonds euros. Donc c'est des périodes sur lesquelles il faut que tu sois prêt. Ou là, Ok. par exemple, on est dans le PER. Le PER, c'est fin d'année, c'est à partir de septembre, octobre. Ça, Mm. c'est des produits sur lesquels tu commences à taffer au courant de l'été pour être vraiment prêt septembre, octobre. Donc, t'as un peu la saisonnalité comme tu vas avoir dans du e-commerce, où tu dois préparer tes soldes, tes OP spécifiques, Black Friday ou quoi que ce soit. On a un peu cette petite saisonnalité. Ouais. Et on Ok. l'a aussi sur d'autres produits. C'est la, c'est pas vraiment la saisonnalité, mais c'est des événements qui viennent popper un peu au cours de l'année, comme sur le secteur bancaire, où on est parfois très dépendant des offres. Donc, tu as beau avoir un bon ranking, ce qui va conditionner le fait que tu boostes considérablement tes leads, ça va être les offres code promo. Ouais. Typiquement, 230 euros pour tel et tel type de banque. On sait que c'est un facteur qui va être un multiple de chiffre d'affaires. Mm. Donc là, il faut être prêt aussi pour sortir l'article quand il faut, etc., pour pouvoir le communiquer et pouvoir popper. Ouais. Ok. Maintenant, si tu veux bien, on va parler un peu de netlinking, parce qu'on peut en parler tout à Ouais, l'heure de backlink. pas En de gros, souci. du coup, j'ai bien compris que tu étais. Il y a des. Bon, je ne porterai pas de jugement dessus, mais il y a beaucoup de gens certaines personnes qui disent que les backlinks ne servent à rien. Je ne suis pas du tout de cet avis, mais bon, il y en a. Toi, tu l'utilises du coup, de ce que je comprends, vous l'utilisez en masse, quoi, le fait enfin, vous achetez des liens sur des plateformes. Est-ce que tu n'as pas peur des pénalités? Aujourd'hui, je pense que si c'est fait de façon raisonnée, à mon sens, il y a pas de risque. L'algo, de toute façon, Google se nourrit du lien pour pouvoir comprendre un peu et pouvoir définir l'autorité. Alors, il y a un tas d'autres facteurs, hein, faire rayonner sa marque de façon diverse, sans acheter de lien. Ça, on essaie de le faire, mais ça marche uniquement sur la partie crédit immobilier. Tu fais des Mm. communiqués de presse, tu es repris dans la presse, tu as un lien spontané qui est fait via RTL, Europe 1 et d'autres médias, parce que ça fonctionne très bien. Mais il faut le multiplier par le nombre de produits donc j'évoquais tout à l'heure. Donc en Mm. fait, à l'échelle d'un site, c'est ultra compliqué où faut avoir une armée de personnes pour pouvoir le faire. Donc Mm. aujourd'hui, à mon sens, la manière dont on le fait et la manière dont c'est cadré par moi et par l'équipe, on n'est pas sujet à une sanction spécifique. En tout cas, Ok. voilà, on va pas ressortir cet extrait là dans quelques mois, quelques années si on se fait taper, mais en tout cas, pour avoir connu l'époque Panda Pingouin dans le passé, où j'ai vu pas mal de sites qui s'étaient fait vraiment sanctionner très très fort à cause de dérives dans des posts, dans les annuaires, etc. Euh, on n'est On pas parle du pas de tout sur ça, ce hein. niveau-là. Non, on est sur. On parle pas de ça. D'ailleurs, en parlant de ça, justement, dans les backlinks, bah oui, il y a des plateformes qui généralement, c'est à peu près OK. Après, selon les sites, hein. Mais il y a tout ce qui va être netlinking du genre Ninja Link sur les forums, les annuaires, etc., etc. Est-ce que tu penses que ça a une valeur de faire ça aujourd'hui? Alors, je pense que oui. Alors, est-ce que je le ferai pour un décide du groupe? Je ne pense pas. En tout cas, je ne l'annoncerai pas de cette manière. Mais en tout cas, tu vois, je pense que c'est des techniques qui peuvent fonctionner. Est-ce que sur du long terme, c'est efficace? À voir. En tout cas, que ça apporte un vrai gain et que ça apporte un boost, ouais, je suis convaincu de ça. Je suis OK. convaincu. Et tu vois, typiquement, tout à l'heure, je parlais de MD qui sont l'écosystème. Mm. Euh, Ça, c'est des trucs qu'on a fait un petit peu de strat netlinking là-dessus. Typiquement, ce type de Ninja Linking, on l'a pas encore vraiment testé, mais je suis convaincu que ça pourrait marcher, ouais. Ouais, ok, très bien. Très clair. Très clair. Et est-ce qu'il y a des sujets autour du netlinking, parce que tu es dans un secteur de la finance, c'est assez réglementé, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui sont. Tu vois, parce que quand tu passes par des plateformes, je suppose que c'est pas vous qui écrivez les articles derrière, les rédacteurs. Est-ce que vous avez un droit de regard derrière Ouais, sur ce qui se passe? Parce que non. ouais, là-dessus, on essaie de cadrer au max. Alors, grosso modo, aujourd'hui, nous, on a les trois, quatre approches différentes. C'est soit un pass direct plateforme. Donc, le chef de projet va, en fonction du budget qui lui est alloué tous les trimestres, faire sa campagne sur les différents verticales métiers dont je parlais tout à l'heure. De définir les targets URL. C'est-à-dire, OK, j'ai identifié les targets URL à booster. Tu sélectionnes les sites qui ont du potentiel en fonction des KPI qu'on va définir ensemble. Après, à partir de là, tu génères tu génères les encres et les sujets à traiter. Ça, on le fait souvent via un prompt ChatGPT, typiquement. En fait, ce Mm. qu'on fait, c'est qu'on vient scraper les targets URL pour récupérer le contenu qui est dedans.
Et derrière, on demande de restituer différents scénarios en disant, voilà, dans la campagne que je vais lancer, j'ai besoin de X% de liens optimisés, désoptimisés, non optimisés ou simplement une URL. Donc on lui donne les pondérations. On donne des exemples d'encre exacts, etc. pour que ChatGPT puisse bien comprendre tout ça. Et en venant scraper la target URL, le thème du sujet qui va être créé par l'éditeur va être ultra contextualisé, ce qui fait qu'entre le site A et le site B, la diffusion du jus va en être que boostée. Ce qui fait que ça facilite grandement le brief que l'on fait auprès de l'éditeur. Et quand on va relire le texte, ça va nous faire gagner un temps de malade. Et quand je parlais tout à l'heure sur l'identification des sites à potentiel, aujourd'hui, nous, on utilise vachement Babar et les scores de force induite, qui nous permet, en gros, on scrape tous Tu les peux sites. en parler plus en détail pour ceux qui ne connaissent pas? Ouais, carrément. Donc, la force induite, c'est grosso modo, c'est comment le PageRank va se diffuser d'un site A et un site B. Donc, c'est comment la popularité va se diffuser d'un site, mettons meilleur taux, vers le comparateur assurance. Plus le score va être élevé, plus la thématique entre les deux sites va être proche et plus il y a de chances que la popularité se transfère de façon efficace. Ça signifie que quand on va utiliser cet outil qui est sur Babartech, on va nous récupérer la liste entière des sites possiblement candidats. Donc on aura filtré, on aura dit, je sais pas, je veux un site dans l'assurance, dans la finance, ça va nous sortir une grosse liste. On va déjà la croiser avec les sites sur lesquels on a déjà posé des liens ou pas. Donc déjà, ça permet d'écrémer cette liste de sites candidats. On les balance dans dans Babar. Et en parallèle, on met des targets URL, donc les cibles, les URL cibles de notre site. Ça va nous sortir des scores. Et en fait, on va faire le mapping et on va se dire, OK, le meilleur site pour cette target URL, ce sera celui-là. D'accord. Et on l'isole. Et on dit, ce site-là, on ne va pas le réexploiter pour une autre URL, etc. etc. Donc, ça nous permet de faire un mapping assez large. Je crois que j'avais fait un post d'ailleurs à ce sujet. Il y a un carrousel qui doit traîner quelque part. Et ça nous fait vachement gagner de temps. Ah bah, Donc, à partir de là, c'est hyper chronophage. voilà, c'est hyper chronophage. Et après, on lance la campagne. Derrière, nous, on fait le pilotage des perfs via un Linkody ou quoi, pour voir un peu comment ça a pris. Linkody qui permet de monitorer un peu les performances, voir si déjà de faire l'archivage et de dire combien j'ai payé le lien, à quel moment ça t'est posé, est-ce que le statut code a changé, de recevoir des alertes, et de voir un peu ce que les copains ont fait, etc. etc. Et puis parfois, quand la campagne s'est terminée, 6 à 8 mois après, en fonction, on vient booster sur des liens de niveau 2 via des plateformes comme Linkuma. Et pour le coup, en fait, vu que c'est des liens un peu moins chers et un peu moins qualitatifs, au lieu de rebooster la page de meilleur taux, on passe par ce site tiers pour lui redonner de la force, pour qu'il renvoie, qu'il rebooste le jus sur le site de meilleur taux. C'est ce type de stratégie. Exactement. Donc voilà un peu la manière dont on gère. Donc on passe direct plateforme, gestion pilotée. On a déjà testé 2-3 fois. Parfois relativement déçu parce qu'en fait, vu que la routine et la méthode qu'on a mis en place fonctionnent très bien, la gestion pilotée, donc c'est un chef de projet spécialisé en netlinking qui vient t'accompagner. Finalement, aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé le bon corps modèle pour qu'on puisse craquer la chose. Je dis pas qu'on le refera pas, hein, mais en tout cas, donc l'état actuel des choses, c'est pas forcément ultra efficient. On passe par des sites de presse. Donc on avait passé quelques deals avec quelques sites de presse, ça marche plutôt pas mal avec des dossiers spécifiques. Là, il serre un peu la vis, donc c'est un peu plus compliqué là, de passer des deals en direct. Et puis le dernier format, c'est un format que j'aime beaucoup, que j'ai mis en place il y a quoi, à peu près 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. On passe avec une agence SEO qui est un pôle netlinking. C'est assez intéressant, c'est un peu mon laboratoire. Comme ça, je teste pas mal de choses. Ouais. Et je me dis, OK, ça a fonctionné. Ça, on peut le tester. On a des retours d'expérience aussi, des gens qui travaillent sur plusieurs sites et plusieurs thématiques et plusieurs typologies de sites. Ça fait aussi des retours d'expérience et ça, on peut le diffuser aussi en interne. Donc, ça fait partie aussi de la montée en compétence de l'équipe. Et voilà. Ouais.
Ok, ouais, bien sûr. Des tests de retro-engineering, mais sur la partie netlinking, et après, ça, on se le recycle. Donc ça, c'est une toute petite partie de notre budget, mais ça nous permet aussi de faire un espèce de laboratoire et de continuer à tester, ouais. Ok, très clair. Et là, tu te replonges dans un plus petit site que Meirto, avec des plus petits budgets. Si tu avais une méthode de netlinking, une petite astuce à donner à des gens qui ont des sites un peu plus petits, alors pas tout petits, hein, mais qui ont un petit budget quand même, et qui peuvent se permettre un, un peu, euh, un peu de pousser le netlinking, tu leur proposais quoi, toi? Bah, le netlinking le plus simple à faire, c'est de contacter directement les gens. Ça prend du temps, mais c'est beaucoup moins efficace. Il y a pas mal de gens qui sont sujets en fait à faire soit de l'échange de liens ou soit à poser un lien sur un site. Quand j'étais au secteur du voyage, c'est ce qu'on faisait. L'idée, c'était vraiment de pouvoir on allait scraper tous les liens de contact que tu pouvoir trouver sur les sites de blogs de voyage et taper pas mal de commandes au Google et des in-text contact quelque chose et Bien. là vous allez trouver pas mal d'items. Donc ça c'est une méthode assez simple. Même ça vous pouvez l'automatiser. Ouais, T'es bien placé, tu. Voilà. Ouais, je l'ai. petit passe-passe, voilà. Il y a pas mal de choses automatisées pour récupérer tout ça. Donc ça, vous le stockez. Ça vous fait déjà votre liste de contacts. Vous écrivez votre plus beau mail pour expliquer un petit peu la démarche. Dans le passé, je pense qu'on avait un taux de réponse qui était pas si déconnant. On avait, je crois, on avait essayé d'estimer avec personne avec qui je travaillais, Clémence Dely, on avait à peu près 40% taux de réponse, ce qui est pas complètement déconnant. Donc on C'était n'est quand? pas tout, on est. Comment? C'était quand? C'était l'époque avant le Covid, donc c'était 2019-2020, je pense. Ouais, ouais, donc Il n'y a pas si longtemps. c'est bien, c'est bien. Donc taux de réponse qui était pas si mauvais, et en tout cas taux d'acceptation, je pense qu'on était autour des 20%. Donc tu shootes 100 Ah, mails, voilà, t'as 20% qui acceptent. Après, il y en a qui acceptent pro bono et t'en as qui acceptent, des sous. tu lâches un petit billet. Et Ouais. souvent, vu que c'est des petits sites, en tout cas, ça a un petit peu évolué parce que même les petits sites maintenant se retrouvent sur les plateformes, mais les petits sites ne savaient pas trop finalement quelle somme elles pouvaient monétiser un article. Donc bah, voilà, il fallait trouver un petit peu un range et on arrive de cette manière-là, je trouve, à trouver des backlinks vraiment ultra efficaces. Et derrière, ce qu'on faisait, en tout cas dans ce cadre-là d'influenceurs et micro-influenceurs, ces gens-là avaient souvent, dans le secteur du voyage, des comptes Instagram. Donc l'idée, c'était de dire, OK, je suis conscient que tu as une communauté, que tu peux pas créer un post spécifique pour parler de ma marque, parce que ça t'engage et ça reste. Par contre, une story, c'est éphémère. Au bout de 24 heures, on ne t'entend plus parler de moi. Ce qu'on essayait de faire, c'était de passer un deal avec eux en disant, bah, tu rédiges l'article, monnayant X euros. C'est souvent des centaines d'euros, c'est pas excessif. Et elle refaisait un relais de l'article. Du coup, ça envoyait des gens vers l'article qui pouvaient cliquer chez nous, qui pouvaient, voilà. Donc, ça faisait une amplification de ça. Et puis après, simplement, si vous n'avez pas d'argent et que vous avez la possibilité de créer des études, créer de la data, créer tout ça, et que vous avez une expertise spécifique pour créer de la donnée et des études, créez, publiez, postez et partagez-les, soit des sites de presse, soit un tas de gens. Il y a des gens qui ont la flemme de rédiger. Si vous avez des études qualitatives, ça sera repris et ça va vous faire des beaux backlinks pour votre site. Tu m'entends? Ouais, ouais, je t'entends. Ok. Ouais, ouais, mais ça me fait penser à un truc, ce truc d'Instagram, là, parce que tu vois, typiquement, nous, on avait fait, alors, pas dans le cadre du SEO, mais c'est pas mal non plus. On avait scrappé tous les influenceurs, micro-influenceurs d'Instagram, récupéré leur email, et après, on avait automatisé la prise de contact avec eux pour les faire s'inscrire sur une plateforme de micro-influence à l'époque. Donc, ça me parle bien et ça marche vachement bien. On avait Ouais, des c'est ça. super taux de retour, des hyper bons taux de retour là-dessus. Donc, c'était top. Bref, je continue parce que sinon, on va pas finir. Et on est déjà à 1 heure, mais je vais pas te garder trop longtemps. Qu'est-ce que je voulais dire? D'après toi, je ne sais pas si on peut peut-être finir sur ça parce que sinon, j'ai encore plein de questions, Pas de mais souci. on pourrait rester 2 heures de plus. Euh, D'après toi, aujourd'hui, pour être un bon SEO, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de te spécialiser ou d'être généraliste? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, si tu veux être bon chez Meilleur Taux, dans la finance, dans l'assurance, il faut que tu sois spécialisé assurance-finance ou est-ce que tu peux avoir tu vois, un truc plus large, un panel plus large?
Voilà. Alors déjà, dans notre milieu SEO, tu vas avoir le gars qui va faire du SEO pour les sites de presse. Pour moi, c'est un SEO spécifique. Tu as du Discover, tout ça. On parlait tout à l'heure de e-commerce. Tu vas avoir un SEO qui va être spécialiste e-commerce parce que tu as d'autres trucs, tu as d'autres choses à gérer, du shopping. Tu as la personne qui va gérer les stores locateurs, donc c'est du SEO local. Enfin, finalement, dans notre métier, tu as déjà des sous-spécialités. Donc déjà, tu as ce cadre-là à prendre en considération. Et après, ce que tu évoques, le côté se spécialiser dans la banque finance, se spécialiser dans un autre secteur d'activité, je pense qu'à partir du moment où tu as des fondamentaux et que tu es curieux et tu sais finalement apprendre un tas de choses, le secteur d'activité à proprement parler, tu peux être un caméléon et tu peux t'adapter. Par contre, ce qu'il faut avoir en considération, c'est est-ce que le site, c'est un site type e-commerce. Pour le coup, voilà, tu fais de la vente directe, tu mets au panier, terminé. Tu as de la vente longue, typiquement chez Meilleur Taux. Sur un crédit immobilier, ça prend 3 mois, quoi. Donc c'est une temporalité ultra longue, donc c'est spécifique. Et tu vois, tu as des systèmes d'affiliation aussi chez Meilleur Taux. Donc c'est vraiment des systèmes différents qui sont même au sein même de la même thématique qui est la finance. Donc tu vois, Ouais. ta question, j'ai un peu du mal à y répondre. J'ai un peu une réponse de SEO, donc ça dépend, tu vois. Mais je pense que si tu as vraiment ces skills de dire j'arrive à m'adapter, euh, je capte bien les logiques de ces différents secteurs d'activité, je pense que tu peux être plug and play un peu partout. Hein. Ok. En fait, c'est plus la logique de vente qui va derrière, qui va influencer C'est ça. finalement tes spécificités, entre guillemets. C'est ça? Oui, c'est ta logique de vente, c'est aussi, ça va dépendre à mon sens aussi de là où tu en es dans ta carrière, tu vois. Mm. À un moment, moi j'adorais, enfin, c'est toujours intéressant, mais j'adorais les sites commerce parce qu'il y avait plein de problématiques à craquer sur les facettes, les problématiques de malade à gérer, sur le budget crawl, c'est passionnant, etc. Là, sur la partie lead gen, de créer du contenu sur des sites Your Money, Your Life, c'est trop intéressant aussi. Parce Ouais. que c'est des choses aussi peut-être que j'avais pas vues avant ou pas autant. Donc je pense que ça dépend vraiment de là où tu en es dans ta carrière, est-ce que l'orientation que tu veux lui donner en fait. Mm. Mais c'est pas dit que demain je refasse pas du SEO local ou je me dis ah putain la presse ça peut être cool, même si c'est absolument différent et ça nécessite d'autres hard skills pour le coup. Ok. Donc, je pense que le secteur d'activité va conditionner ces hard skills. Mm. Ouais, dernière question pour le Ouais, panache. Côté là, bah, bon, ça fait un moment maintenant qu'on en parle de l'IA, etc. ouais. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui se disent que le SEO va un peu pourrir, etc. Il y a les autres qui se disent que bah, non, c'est une nouvelle opportunité, il y a de nouvelles choses à faire, etc. Est-ce que toi, alors au sein de Meilleur Taux, mais même personnellement, tu parlais tout à l'heure du fait que vous commencez à réfléchir là-dessus, vous adapter, etc. Est-ce que vous réfléchissez déjà, ou est-ce que toi, tu réfléchis à des strats pour être positionné non pas sur Google, mais dans dans le Search GPT, par exemple, ou dans ce genre de service qui va arriver de plus en plus, entre guillemets. Et comment tu as des tips, tu as des trucs, des sources ou des infos, ou des sources pour se renseigner là-dessus, pour s'améliorer là-dessus? Bah, sur ça, j'en ai parlé très brièvement tout à l'heure sur la partie déjà d'en prendre conscience. Pour moi, c'est le premier step. Je pense que le SEO va pas disparaître, il va renaître de ses cendres comme d'habitude. En tout cas, il va continuer d'évoluer. Ça fait 20 ans qu'on dit qu'il va disparaître. Et même Ouais, si c'est une IA, même si l'IA a été un gros boom, quand même, un chamboulement assez massif dans le secteur de la tech et du marketing au global, je pense pas que notre métier va disparaître. Il va falloir juste s'adapter. C'est le premier point. Après, comment nous on l'intègre aujourd'hui dans nos process déjà, pas mal testé. Donc, on avait pas mal testé via des VPN sur ce qui se passait aux US, sur IA Overview. Euh, on a la chance aussi d'avoir l'actionnaire Silver Lake qui on échange beaucoup sur ces sujets-là. Donc eux ils sont aux US, qui permet aussi d'avoir des premiers retours d'XP. Donc ça c'est comment s'y préparer, c'est de pouvoir en échanger, de pouvoir les tester. On a des data scientists aussi avec qui on en parle beaucoup pour créer ce type de modèle. Donc quand il y a eu IA Overview, on avait généré via Vertex AI, donc suite de Google, simuler finalement la restitution que pouvait faire IA Overview. Donc ça, on essayait de voir un petit peu les résultats que ça pouvait donner en conditions laboratoires, on va dire.
Donc ça, c'était le côté des gens en interne, un peu laboratoire du savant fou. Et puis après, d'un point de vue concret, dans la mise en œuvre, j'en ai parlé très brièvement tout à l'heure, c'est former les rédacteurs à rédiger aussi pour les moteurs de recherche via structure de site, comment tu structures ta page, comment tu fais bien les transitions pour que, dans pas mal de brevets, Google montre qu'il interprète la manière de structurer, comment tu fais communiquer différentes entités nommées entre elles, comment tu fais des connexions d'un point de vue sémantique pour que la partie 2 communique bien avec la partie 3, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qu'on exige de nos rédacteurs. Ils montent progressivement en compétences et ça, c'est ultra appréciable et on a vu déjà des résultats assez intéressants. Il y a tout ce qui est balisage spécifique, on en parlait tout à l'heure, toute la partie schéma.org. Donc maintenant, on part du principe que tout ce qu'on peut baliser sur un site, dans la mesure du raisonnable et mesure du faisable, entre guillemets, je pars du principe qu'il faut le faire. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est aussi ma théorie. Voilà, les bots ont clairement la flemme. Même les schémas qui sont officiellement pas reconnus par Google, tu vas pas tu les mets quand même? Ouais, je les mets aussi, ouais. Okay. Je les mets aussi. Tu as le Turc Corey Gubur, lui qui est très orienté SEO sémantique. C'est un moment que je le suis. Lui, c'était un petit peu, c'était ça le Blue SEO, je crois. Convaincu que tout ce qui est balisage sémantique via schema.org, même les balises les plus obscures, ça performe. Moi, je suis un peu dans ce topic-là, pour la simple et bonne raison que tous les éléments que tu vas pouvoir apporter qui vont permettre au bot, en scrapant ton code source, de comprendre le contexte, de comprendre un tas de choses. Je parle, c'est juste les plus basiques, hein, ça va être avant, tu vois, la balise organisation n'était pas forcément tout le temps pris en considération n'était pas spécifique dans les guidelines Google, mais la balise organisation maintenant te permet d'avoir vraiment ton vrai nom qui remonte dans la SERP. Tu peux le faire avec les horaires, quand tu parlais d'éditeur locateur tout à l'heure. Il y a plein d'items, et tu vois, nous, on va même jusque matcher la date de publication, la date de modification, le contexte de la page, les sujets associés. Tout à l'heure, je parlais d'items, je parlais d'entités nommées, pardon. D'entités nommées, dès que c'est relié à une page de Wikipédia, grosso modo, c'est-à-dire, voilà, la page mentionne tel élément et ça parle de ça. C'est mention et about. Donc ça, on le fait de plus en plus. Donc là, on l'a fait sur les pages stratégiques, on essaie de l'étendre progressivement à toutes les pages du site. Donc c'est tout ça ce qu'on essaie de faire, et aussi, à mon sens, c'est d'avoir un maillage aux petits oignons pour faire comprendre que les pages entre elles communiquent, et du coup, ça renforce son autorité sémantique, autorité thématique, et je pense, en tout cas c'est ma conviction, que ça permet à terme de pouvoir popper plus facilement dans les différentes SERP, que ce soit Google, Perplexity, SearchGPT, et tout ce qui s'ensuit, quoi. Ok, top. Je te remercie. Merci à toi. C'était super intéressant. J'aurai encore 1 milliard de questions, mais je ne vais pas te prendre non plus 2 heures de plus. Mais hyper intéressant. Il y a plein de choses hyper cool que tu as dit. Est-ce que toi, tu aurais un dernier truc à dire avant que je te laisse? Je pense qu'on a déjà bien discuté. En tout cas, je te redis juste merci pour l'invite. C'était cool de pouvoir Merci discuter. à toi pour le temps. Hein. Merci. C'était cool de pouvoir discuter. En effet, il y a encore 1000 sujets qu'on pourrait aborder, mais voilà, l'idée c'est le SEO n'est pas mort. Voilà ce qu'on pourrait dire. Le SEO n'est pas mort. Continuez d'être curieux, continuez de creuser, continuez de diguer tout ce qu'il peut y avoir, et puis surtout de tester. Et les vaccins, ça va être quelque chose pour ceux qui. Voilà. Et surtout de tester. Pour moi, s'il faut retenir qu'un truc, c'est tester et accepter de se tromper. Ouais, c'est clair. Ok, et top. Je te remercie, et puis à plus. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao.